c'était un truc, je me souviendrai toujours. Le soir, on devait normalement, donc on était à 3, on devait normalement sortir, aller boire des canons et tout ça, mais moi j'étais dans mon lit, En PLS. j'étais en PLS, j'avais mal au ventre, enfin vraiment, ça m'a marqué parce que je me suis dit comment 20 km ça peut te mettre dans un état pareil. Et puis oui, effectivement, l'effort de la montée, la descente, c'est assez rigolo, quoi. Salut à toutes et à tous et je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast, le podcast consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running. Avant de passer à la présentation de notre invité et du jour, je souhaitais vous faire de nouveau passer quelques petits messages. Tout d'abord, je souhaite faire un petit coucou à nos 2 nouveaux arrivants dans la communauté des Patreons. Je vous rappelle, une communauté de passionnés avec laquelle nous échangeons et nous partageons par différents moyens. Donc je salue dans un premier temps Thomas Pigois qui est également mon tuteur de stage en BPGEPS et qui nous a rejoint tout récemment. Donc je le remercie et le salue. Et je remercie aussi Jean-Baptiste Lalard, Jean-Baptiste qui fait partie lui aussi de la communauté des Patreons. Si vous souhaitez également aider le Let's Try Podcast, eh bien vous pouvez noter et laisser un petit commentaire sur les applications Apple Podcast et Spotify. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ces 2 plateformes, ça m'aide énormément à remonter dans les classements. Allez, passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je reçois une traileuse et ultra-traileuse élite, médecin de profession qui s'est mise à la discipline la plus stylée de l'univers aux alentours de 2013-2014 avec son compagnon pour se vider la tête après de longues gardes d'hôpital. Elle intensifie sa pratique en 2016 et marque les esprits en terminant 3ème du marathon du Mont Blanc sur le format 80 km en 2018. S'ensuit quelques magnifiques performances comme une victoire sur la Maxi Race en 2019 et une 2ème place sur le Grand Raid de la Réunion la même année. Elle remporte également très récemment le Mute format 85 et termine à une splendide 4ème place lors du dernier UTMB. Nous évoquerons son histoire de vie, de sport et de trail, la vision de sa pratique et son point de vue sur l'annulation des qualifications au championnat du monde de trail sur les passerelles de Monténard. J'espère que vous apprécierez cet épisode. Je ne souhaite pas vous faire patienter plus longtemps. Voici ma conversation avec Marion Delespierre. Salut Marion, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Comment vas-tu ? Salut Nico, très bien, merci à toi de me faire partager cette expérience. Je t'en prie. Alors tu as vu 109 épisodes, 110 épisodes et j'ai toujours parfois du mal à prononcer le mot podcast. Ouais, ça va venir, c'est comme il y a certains mots, comme anticonstitutionnellement, c'est toujours compliqué à dire. C'est clair. Souvent quand je parle du podcast, les gens ne savent pas le prononcer, mais ça vient petit à petit, on rentre dans les mœurs, le média rentre dans les mœurs. Marion, dans un premier temps, je tenais à saluer Marie Goncalves et Aurélie Toquet qui m'ont soufflé ton nom pour apparaître dans le podcast. Bon, bien évidemment, je connaissais ton nom, puisque je m'intéresse de près à l'actualité du trail. Mais malgré tout, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? D'abord, je dis bonjour à Marie et Aurélie. Salut les filles. Bonjour à tous. Me présenter, donc Marion Delespierre, j'ai 34 ans. Je suis lyonnaise d'adoption depuis, ça va faire 9, bientôt 10 ans. J'ai migré à Lyon pour mon internat de médecine et je suis jamais remontée à Lille parce que je suis lilloise native de... Voilà, exactement. Du Nord, je suis une ch'ti. Un pays de trail, comme on s'amuse souvent à le dire avec Michael, un fidèle Patreon qui est lui aussi de Lille, une vraie terre de trail. Ouais, je courais pas à l'époque, mais en tout cas, il y a quand même pas mal de Lillois. Il y a Élise Delannoy aussi qui vient du Nord. Donc, il y a les Terrils dans le Nord quand même, donc c'est pas rien. Donc... Non, je plaisante, mais c'est une belle région et il y a plein de très bons trailers sur cette région de la France. Ouais, non, franchement, les gens sont très gentils, c'est vraiment une super belle région, quoi. C'était par choix qu'avec mon conjoint, on a quitté Lille parce qu'on s'est dit que si on bougeait pas pour l'internat, on bougerait jamais. Donc c'était vraiment l'occasion à ce moment-là de quitter Lille et d'aller découvrir un petit peu ailleurs et de se rapprocher un peu des montagnes. Donc le choix s'est fait sur Lyon à l'époque, quoi. D'accord, très bien. Voilà, donc maintenant je suis à Lyon, enfin plus exactement dans les Monts d'Or. Maintenant ça fait 2 ans que j'ai quitté le centre
le centre de Lyon, qu'on a quitté le centre de Lyon et on est vraiment très très bien là où Vous on êtes est bien. pour le moment. Bon, très Voilà. bien. On reviendra un petit peu sur ton activité professionnelle hein, plus tard, mais moi, tu sais, puisque tu m'as dit que tu avais écouté quelques-uns des épisodes, et ça me fait bien plaisir. Euh, Tu sais que j'aime bien commencer par l'enfance, moi. C'est quelque chose Ouais. qui me plaît beaucoup, parce que pour savoir où on va et avec qui je parle, j'aime bien savoir d'où la personne vient. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'environnement dans lequel tu as grandi, familial, sportif? Et ben écoute, moi rien d'atypique, hein. Voilà, je suis née dans le nord de la France. J'ai grandi parmi trois grands frères et une petite sœur, mes parents. Voilà, bon, il y avait la culture du sport de par mes grands frères, de par mon père aussi qui a beaucoup pratiqué, donc c'était plus le foot. Mhm. Moi, de mon côté, c'est vrai que j'ai pratiqué la danse classique, tu vois, donc jusqu'à l'âge de 12 ans, à raison d'une fois par semaine, donc pas, voilà, Ouais, j'étais pas dans les sports. c'était pas ouf au niveau du sport, du coup. C'était pas les sports Hein. d'endurance, voilà, il y avait pas un attrait Mhm. plus que ça. Du fait aussi, bah, tu vois, quand je pense quand t'habites pas proche des montagnes, quand t'habites en ville, voilà, mes parents, on avait plutôt la culture de la mer, de la voile. J'ai D'accord? fait pas mal de voile en étant petite. J'ai un de mes frères qui était moniteur de voile aussi, donc j'ai pas mal touché au kata, au dériveur, enfin planche à voile, voilà, plutôt attiré vers les sports plutôt nautiques. On n'allait pas faire de randonnée l'été quand on était en vacances, quoi. On n'était pas du tout axé montagne, mais plutôt l'aspect maritime. Et puis après, j'ai été en club de natation. À partir de l'âge de 12 ans, c'est là que le sport d'endurance commence à faire un petit peu son entrée, parce que ça Mhm. m'a fait un peu bizarre quand j'ai attaqué ce sport, moi qui étais dans un sport plutôt artistique, tu vois, la danse classique, quoi. Et là, débarquer dans un sport où j'y allais au début une à deux fois par semaine, mais c'était super dur, quoi, parce que nager pendant une heure, enfin, tu vois, faire des efforts un peu longs comme ça, j'avais pas forcément l'habitude. J'ai été poussée énormément par mon grand-père et par mon père pour pratiquer la natation Mhm. parce que j'avais soi-disant voilà, des prédispositions quand j'étais gosse à nager. Donc, ils se sont dit, faut l'inscrire dans un club de natation. Et voilà, c'est là qu'est venue la passion pour la nage, en tout cas. Enfin, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai pratiqué jusque l'âge de, on va dire, une dizaine d'années, quoi. À raison, voilà, j'ai commencé tout doucement, une à deux séances par semaine, et puis Tu as après, c'était pratiqué, je te trois. coupe, mais tu as pratiqué une dizaine d'années ou jusqu'à 10 ans? Une dizaine Une d'années dizaine d'années. Après tu vois, 12 j'ai ans. attaqué Hmm. à 12 ans, et après, bon, j'ai été un petit peu coupée dans mon élan par la première année de médecine, Mhm. et ça a un peu changé les choses après ça, mais on va dire que jusqu'à l'âge de 18 ans, je nageais à Tourcoing, puis à Lille. Et voilà, j'ai vraiment baigné, enfin, c'est le cas de le dire, dans ce Ouais. milieu-là, parce que j'ai pas fait, tu vois, j'étais pas une touche à tout, j'ai pas fait plein d'activités sportives comme je peux voir de temps en temps avec des gamins que je suis au cabinet qui font Hmm. du foot, du basket, voilà, j'étais enfin, entre guillemets Monoactivité, plus ou monosport, moins. Ouais. Hmm. voilà, monoactivité. Et puis ça m'a vite pris du temps de nager. C'est un sport qui est quand même assez, enfin voilà, chronophage avec l'école et tout ça. J'y suis rapidement allée tous les jours et du coup ça laissait quand même pas de place à autre chose, quoi. Donc, T'étais à donc un voilà, niveau c'est de un peu. pratique avancé ou c'était juste du récréatif? C'est vite devenu à viser compétition et performance quand Ouais. même assez rapidement. Bah, j'ai pris le chemin de la compétition un à deux ans mais après mes débuts quoi en fait hein, c'est assez vite venu et j'ai beaucoup aimé cet aspect compétition dès le début. Mhm. J'adorais voilà partir en compète avec les copains, nager, passer un week-end entier enfermé dans une piscine. c'était c'était pas mal. Et voilà, l'aspect compétition est vraiment venu assez rapidement et ça m'a beaucoup plu. Et du coup, tu vois, niveau national, Ah ouais. mes meilleurs résultats, bah, 18 ans, avant de rentrer en fac de médecine, j'ai fait vice-championne de France sur 50 et 100 mètres. Ah oui. J'étais junior, en fait. Ah oui, Donc, vice-championne de France junior enfin, on va appeler ça en du sprint, sprint, quoi. Hein. Hmm. ouais. Donc, ouais, c'était une expérience, enfin,
c'est vraiment la natation, je pense, ça m'a vraiment beaucoup apporté pour notamment sûrement pour la suite avec le trail, tout le Ouais. côté endurance. C'est vrai que je l'avais de par cette activité, quoi. Ouais. Puis voilà, du coup, c'est. Qu'est-ce que j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. Oui. La première, c'est tu en as parlé légèrement juste avant. Tu as plus ou moins baigné dans un environnement sportif de par tes frères, ta sœur et tes parents, ton père Mhm. particulièrement. Que t'ont-ils apporté sur l'aspect compétitivité? Est-ce que tu étais baigné là-dedans? Et dans un deuxième temps, j'aimerais savoir ce qu'a pu t'apporter la danse classique de manière générale au niveau sportif. Qu'est-ce que tu penses que tu en as retiré? Je vais tout de suite commencer par la question de la danse. Je suis Mhm. pas sûre. Enfin, je t'avoue qu'aujourd'hui, j'ai du mal à dire parce que vu ma souplesse actuelle, c'est pas non plus quelque chose que T'as, j'ai gardé de t'as la pas gardé, danse. ça se garde pas, c'est pas comme le vélo, ça, apparemment. Je sais pas. Je me dis que forcément, quand t'es petit, de toute façon, ça développe des habiletés motrices, hein. Ouais. Après, on parle pas de gymnastique, c'est pas de la GRS ou Mhm. autre, hein. Je faisais des pointes. Voilà, je pense que c'est pour moi, de toute façon, toute activité sportive, quand t'es gamin, ça développe forcément des capacités neuromotrices Ouais, pour son après. C'est positionnement toujours dans bien. l'espace surtout, quoi. Voilà, La se prise de repérer conscience dans de les. son corps. Exactement. Mhm. Donc, je pense ça forcément, ça m'a apporté des choses. Et puis à l'époque, voilà, c'est quand même. Tu te fais des copines aussi, tu fais des galas. Enfin, c'est toujours sympa de. Mais pour moi, c'est diamétralement opposé à la pratique du trail Mhm. aujourd'hui, quoi. Pour ce qui est de l'aspect compétition, mes parents m'ont jamais poussé. Enfin, c'était pas la compète à tout prix, quoi. Donc bon, surtout ma mère voulait que je fasse du piano, donc rien à voir, tu vois, avec la natation. Elle a toujours peur que ouais pas que je me fasse mal, mais voilà, elle me poussait pas dans cet aspect de compétition. Et puis ils ont toujours voulu que je fasse les choses pour me faire plaisir. Donc après, du moment qu'il y avait du plaisir et que ça me faisait plaisir d'aller m'enfermer dans une piscine tout un week-end ou partir en stage de natation, bah, ils me suivaient en fait. Ils m'ont toujours encouragée. Ils m'ont pas non plus. J'ai jamais été forcée ou voilà. J'ai toujours fait les choses parce qu'elles me faisaient plaisir, quoi. Et ça, c'est. J'avais un soutien, mais c'était pas non plus comme tu peux voir certains parents qui vraiment enveloppent leur enfant dans leur passion et qui les poussent Mhm. à tout prix à faire de la compète ou autre. Non, moi, c'était vraiment. Toi, Si un c'était jour, des vraies, comment dire, motivations intrinsèques. Ça te plaisait, cet environnement piscine te plaisait fondamentalement, quoi. oui, voilà. Puis c'est vrai que c'est des âges où j'ai grandi aussi avec un groupe d'amis, de potes, hein, finalement. On Mhm. était un petit groupe dans le club et c'est hyper, à cet âge-là, enfin, quand t'es 14, 15, 16 ans, c'est génial d'évoluer avec des gens de ton âge, de découvrir des choses enfin classiques de la vie, de sortir un peu, enfin voilà, c'est un environnement qui est quand même hyper sympa. Et je pense quel que soit dans le sport, même quand c'est des sports individuels comme la natation, parce qu'au final quand t'es dans ton couloir, Mhm. t'évolues tout seul, hein, c'est pas un sport co comme le basket, le hand, voilà. Donc, mais malgré tout, tu avais quand même une ambiance d'équipe et moi, ça m'a vraiment beaucoup plu de. Enfin, j'adore ce sport, quoi. Je trouve qu'il est génial. Au niveau de Et la... après, Vas-y, vas-y. non, je disais après, à la fin, enfin là, je pourrais plus faire actuellement ce que je faisais à l'époque, quoi. Mhm. Aller dans l'eau pour nager 4, 5 bornes, je peux plus. Enfin, il y a un côté lassitude qui s'est installé aussi. Je pense en plus, une fois que tu décroches, c'est quand même compliqué de revenir en arrière. Nager en eau libre, ça me fait vraiment plaisir. J'ai d'ailleurs essayé un peu de swimrun et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a énormément plu parce que ça permet d'allier mes deux passions qui sont nager et courir. Mais je referai plus ce que je faisais à l'époque, 2 heures dans l'eau, 2, 3 heures dans l'eau tous les jours, voire 4, 5 heures quand tu étais en stage, c'est quelque chose que je cherche plus du tout. Pourtant, j'adore nager, mais je pourrais plus faire ce que je faisais à l'époque, quoi. On l'a entendu notamment récemment avec Florent Malodou qui en parlait, hein, pour avoir un certain niveau de pratique, notamment en natation, il faut nager énormément. Tu viens d'en parler, je pense que ça doit pas être simple. Euh, quel, euh,
quelle vie sportive, parce qu'en plus toi tu étais dans un contexte assez compétitif et assez haut niveau, donc j'imagine que tu as dû apprendre beaucoup en ce qui concerne la souffrance, le dépassement de soi. Comment ça se passait dans tes jeunes années de nageuse? Ah bah, t'as exactement bien résumé. Dépassement de soi et souffrance, il y en a eu quand même pas mal, hein, quand t'enchaînes des séries à n'en plus finir, quand t'es dans l'eau le matin à 6 heures. Enfin, c'est vraiment. Je pense que on ne sait pas si ça fait partie du caractère, si c'est inné chez les gens d'avoir cette capacité de se faire mal, hein. Au Mhm. final, c'est un peu ça, hein. Mais ou si c'est quelque chose qui se cultive, qui naît quand t'es pré-ado et ado. Ça, je sais pas du tout si intrinsèquement on a entre guillemets un gène chez nous qui dit que bah voilà, on est capable d'endurer des des choses qui font mal et pas forcément plaisantes sur le coup. Au tout début, vraiment, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé, c'était très dur pour moi, hein. Enfin, quand je suis arrivée à nager dans un groupe et pas s'arrêter pendant une heure et demie quand t'as 12 13 ans, alors que je connaissais pas du tout ce milieu-là, j'avais juste des petites facilités pour nager, mais je savais pas ce que c'était s'entraîner. Et c'est là que j'ai découvert ce que c'était de s'entraîner. Et ça a été très, très dur. Enfin, vraiment, le temps que ton corps s'habitue à encaisser un petit peu. Donc, c'est sûr que les débuts n'ont pas été faciles. La natation, pour moi, c'est vraiment un sport qui est dur. Je dis pas Mhm. que il y en a plein d'autres, hein, mais c'est pas le sport le plus ludique quand tu as 12 13 ans et que C'est clair. tu préférerais peut-être shooter dans un ballon, envoyer à mettre des paniers de basket. Enfin, c'est vrai que pour moi, c'est quand même pas le sport le plus ludique, mais c'est un sport qui t'apprend énormément. Euh, qui t'apprend énormément sur toi, sur un peu sur la rigueur aussi. Et c'est vrai que moi, je suis très reconnaissante de toutes ces années de nageuse. Je pense que ça m'a énormément appris pour la suite, tant au niveau sportif que professionnel, hein. Ça Et t'a, du ça coup, t'a, je te coupe, mais ça t'a appris l'exigence du haut niveau? je pense, oui, honnêtement, ça m'a appris à comprendre ce que c'est que de faire des séries, que de souffrir, que de récupérer. Ça m'a appris énormément sur le côté organisationnel aussi, parce que j'avais un cursus scolaire classique. Et quand les résultats ont commencé à arriver en natation, où il fallait augmenter les heures dans l'eau et tout ça, mes parents ont été pas forcément pour que je rentre en sport-études. Pourtant, je les ai un peu tannée à une époque parce que moi, je voulais faire que nager, en fait, hein. Ouais. Enfin, je voulais continuer un peu les études à côté, mais j'avais des ambitions vraiment je voulais rentrer en équipe de France de natation. Enfin, tu Ouais, vois, t'avais des grosses ouais, ouais. ambitions de performance quand même, quoi. Voilà, je Tu visais. savais d'où elles te venaient, ces ambitions-là? Bah écoute, honnêtement, je pense que c'est naturel parce que bah, comme j'allais dire tout à l'heure, en fait, mes parents m'ont poussé à faire des études dans un cadre vraiment classique. Ils m'ont toujours dit, voilà, tu fais ce que tu veux en natation. Si les résultats y suivent à l'école, eh ben, c'est parfait. Mais par contre, voilà, je suis pas allée en sport-études ou autre. J'ai continué ce cursus classique. Donc, fallait s'organiser, fallait que les devoirs soient faits, fallait que, voilà, je pense que ce côté organisation, ça m'a vraiment aidé pour la suite, pour le concours de médecine et puis pour ma vie aussi actuelle parce que je jongle entre mon métier et les entraînements et Mhm. ces années natation m'ont apporté beaucoup, beaucoup quoi parce que cette organisation-là, je pense, c'est quand même dur de l'avoir au départ et c'est grâce à cette époque-là que aujourd'hui j'arrive à m'épanouir comme ça quoi. Moi, c'est toujours un truc qui m'a fait réfléchir et surtout halluciner. Je pense notamment aux jeunes que j'ai à l'école de trail à Aix-en-Provence. Comment à 12 ou entre 12 et 15 ans, quoi, on va dire, pour schématiser, entre 12 et 16 ans, tu peux arriver à te faire autant mal dans un sport d'endurance qui est, tu viens de le dire, tout sauf ludique. Ouais, Bon, alors à la ouais. rigueur, le trail, alors on va dire qu'on est en nature, donc c'est peut-être un peu moins rébarbatif que la natation. Mais malgré tout, je me dis, moi, à leur âge, si tu me mettais pas un ballon, il était impensable que je cours après, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr, hein, on se demande, mais du coup, je pense que quand t'es vraiment pas motivé pour le truc, tu lâches. Enfin, Mhm. tu sais, tu dis enfin, voilà, à tes parents, bah non, je veux pas nager, je veux faire un autre sport, et je veux faire du judo, je veux faire, enfin, voilà. Et je pense que, en fait, si vraiment ça te plaît, eh ben, t'es capable d'accepter que ce soit dur.
Et quelque part, tu y prends goût aussi. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Même moi, avec le recul aujourd'hui, quand j'ai des gamins hein, au cabinet et qui me racontent qui font 2-3 heures de natation par jour, je me dis je me dis ah ouais j'ai fait ça aussi à une époque et en fait c'est incroyable mais je pense que c'est vraiment une fois que l'envie est là ça fonctionne quoi. Tu en parlais aussi tout à l'heure, tu l'as légèrement évoqué, tu as dit que tu avais arrêté la natation pour te concentrer pleinement sur tes études de médecine. Avant Oui. d'attaquer la partie formation et la formation professionnelle, l'aspect professionnel de ta vie, euh, quel, euh, comment tu as réagi à la période où tu as dû abandonner euh, la natation? C'est très mal, enfin, ça a été très compliqué quand je suis partie en première année pour préparer le concours de médecine, où je suis passée de 6 entraînements semaine à un seul par semaine, en me disant que je laissais un peu tout de côté. Mhm. J'avais fait des super résultats l'année de ma terminale et ouais, ça a été compliqué au début, je m'y opposais vraiment. Enfin, je savais que je voulais faire médecine, mais je voulais pas passer par médecine. Enfin, c'était très compliqué. Et là, mes parents m'ont dit non, il faut, enfin, fais médecine, donne-toi les moyens pour y arriver en un an, pour essayer de pas repiquer. C'est ce que j'ai fait en fait. J'ai tout mis de côté, j'ai beaucoup sacrifié sur cette première année pour la faire une fois et pas avoir à repiquer. Donc sacrifier entre guillemets la natation pendant un an pour pouvoir y retourner après. Mais sur le coup, ça a été difficile à accepter. En fait, je me suis sentie un peu en sevrage, tu vois, Mhm. les premiers temps. Je voulais lutter, en fait. Je pensais pouvoir aller m'entraîner à 6 heures du matin avant d'aller en amphi. Enfin, j'ai essayé des trucs parce que le club dans lequel j'étais à l'époque proposait aussi des créneaux de 6h30 à 8h. Donc, tu pouvais aller t'entraîner à ces heures-là, mais ça a tenu, tu vois, j'ai tenu 1 mois et demi, 2 mois, grand Mhm. maximum. Je tenais pas le rythme en fait. La journée de cours, les révisions, le corps à un moment ça a pas trop tenu. Donc je me suis dit plutôt que de faire deux choses à moitié, je vais en faire une à fond, à bloc. Je vais avoir mon concours la première année et tant pis pour la natation et j'y reviendrai après quoi. Et Donc donc, voilà. et donc Et tu y es ben du revenu ou coup, pas? et ben après le truc c'est que j'ai découvert les soirées médecine. Ah mince, Voilà, les du coup, tu fameuses soirées vois, médecine. ouais, j'ai eu ma première année et puis quand je suis arrivée en deuxième année, bah, j'ai eu un groupe de copains plutôt cool et voilà, j'ai essayé hein, encore de renager le lendemain des soirées étudiantes. J'ai essayé de tenir le coup, mais j'avais plus le niveau super vite en plus hein, en natation quand tu as de nager un an, tu t'éloignes un peu de la compète. J'en ai refait de la compète en deuxième et troisième année de médecine, je faisais toujours des compètes, je faisais les compètes universitaires, j'étais encore qualifiée en National 1, donc j'ai essayé encore de faire bonne figure, on va dire. Mais voilà, mon emploi du temps à côté était plus du tout compatible, enfin, avec en tout cas une démarche de performance. C'était quand même compliqué d'allier les deux, quoi. Et puis, mais j'ai aucun regret parce que c'est aussi une période que j'ai adorée en fac, de profiter pleinement de ma vie étudiante et de fac, de l'intégration, de rencontrer plein de gens super qui aujourd'hui sont encore mes amis proches, parce qu'il n'y a pas que il n'y a pas que le sport, la natation ou le trail dans la vie, il y a aussi plein d'autres choses. Et du coup, c'est une période de ma vie, je suis très contente aussi d'avoir vécu. C'était sympa de faire la fiesta comme ça aussi. Bah, c'est clair. Et justement, puisque tu en parles, faire la fiesta, ça n'a pas été que ça, hein, j'imagine, tes études de médecine. Est-ce que tu peux préciser un petit peu cette période-là, la formation, enfin la fac de médecine et puis ta spécialisation, et ce que tu fais aujourd'hui en tant que médecin, dans quelle spécialité tu officies? Oui, du coup, j'ai fait 6 ans de... Donc, tu as le premier bloc, en fait, les 6 premières années où tu as l'externat. Mhm. Donc là, j'étais à Lille. Et en fait, tu as le concours de première année, mais tu as aussi un concours en sixième année qui clôture et qui va déterminer ta spécialité et ta ville. Donc, donc au bout de cette sixième année, en fait, le choix s'est quand même porté sur médecine générale, avec quand même une hésitation pour l'anesthésie-réanimation, mais
J'ai opté pour la médecine générale parce que je savais que je voulais être dans le milieu du sport et que soit il fallait faire médecine physique et réadaptation ou rhumatologie, ou alors tu pouvais faire médecin généraliste et après te former pour être médecin du sport. Donc, anesthésie réa, je l'avais pas dans toutes les villes que je souhaitais. Puis aussi, faut dire ce qu'il y a, on était quand même deux à choisir. Enfin, j'étais en couple déjà avec Nico à cette époque, donc on était aussi deux à choisir. Donc, il fallait que le choix quand même convienne aussi à tous les deux. Il y avait cette envie de bouger, mais où et avec quelle spécialité. Donc, on a choisi aussi un petit peu à deux. Et puis, du coup, je suis restée sur médecine générale à Lyon. Et après, j'ai fait un cursus mon internat à Lyon. Donc, tu sais, tu alternes entre les cours à la fac et les stages hospitaliers. Où tu passes aux urgences, tu passes en cabinet de ville, tu passes dans les services, la neurologie, la rhumato, enfin différents services hospitaliers pour te former. Et une fois que j'ai fini, tu passes ta thèse. Donc ça, c'était en 2015. J'ai passé ma thèse en 2015 et après, j'ai remplacé pendant plusieurs mois, voire années, pendant 2-3 ans. J'ai même bossé à la montagne l'hiver. J'ai fait 2 saisons en station de ski. Ah oui. Ouais. Belle expérience, à mon avis, ça. Ouais, c'était top, ouais, parce que justement, je savais que je voulais être médecin du sport et du coup, quoi de mieux pour faire de la traumato que d'aller Ah bah là, oui. en cabinet de station de montagne. Donc là, j'ai été servie en termes de traumato. C'était vraiment une expérience très, 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 très sympa, très, très chouette. Et puis, donc ça, j'ai fait ça 2 ans. Donc l'été, je remplaçais à Lyon, en Ardèche, ou enfin, je vadrouillais un petit peu. Et puis l'hiver, c'était à La Plagne. Et puis après, écoute, je me suis posée. Je me suis installée à Lyon, au centre de médecine du sport de Lyon-Gerland. D'accord. J'ai d'abord remplacé chez eux, puis j'ai été collaboratrice et après je me suis associée. Et du coup, là, je suis associée depuis 2 ans. Donc, je travaille à la fois sur le cabinet dans le 7e, dans Lyon 7. Je ne sais pas si tu connais un petit peu Lyon, alors, le stade de Gerland. Très peu. Voilà. Bon. Et puis à la fois dans le 9e, à la clinique de la Sauvegarde, on a deux locaux sur Lyon. On est 8 associés. Et voilà. Et puis ça se passe très, très bien. C'est très, très enrichissant. C'est de la médecine du sport ? Ouais, uniquement de la médecine du sport. Alors, il faudrait que tu me précises. Ça tombe bien. Comment, que faut-il faire de différent pour devenir médecin du sport, en plus, on va dire, de la médecine générale ? Alors, ça a pas mal changé ces derniers temps. Donc, moi, je vais parler avec les termes qui sont de mon époque. J'ai l'impression d'être vieille en disant ça, mais je sais que ça a changé dans les derniers mois. Là, ils ont plus les mêmes termes. En gros, tu peux faire une année t'as un DESC, ce qu'on appelle un DESC, un diplôme d'études spécialisées complémentaires, sur la médecine du sport. Ou alors, tu peux faire ce qu'on appelle une capacité. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais te saouler avec ça. Mais en gros, c'est des compléments de formation que tu as après ton diplôme de médecine générale, où tu peux te former pendant 1 an ou 2 ans à la médecine du sport en faisant des stages à côté orientés médecine du sport. Donc, soit des stages hospitaliers ou chez des médecins qui pratiquent la médecine du sport. Et puis après, c'est de on va dire, c'est un peu aussi de l'auto-formation. Où tu pars, voilà, tu fais des DU. Moi, j'ai fait un DU de pathologie locomotrice liée à la pratique du sport. J'ai fait un DU de nutrition. J'ai fait un DU de médecine manuelle. Enfin, voilà, après, c'est à toi à montrer ton intérêt aussi pour la spécialité et puis aller te former. La volonté d'aller 2 ans l'hiver à La Plagne pour me former en traumato, c'était dans cet objectif de professionnel en fait, c'était pas juste pour m'éclater l'hiver à la montagne et non, c'était vraiment à viser pour faire un peu grossir mon CV et puis pouvoir dire une fois arrivé dans un centre, bon bah voilà, j'ai fait ça et après c'est un peu du bouche à oreille aussi, il s'avère que j'ai remplacé dans ce cabinet dans le 7e
parce qu'il y avait un des médecins qui était sur le Tour de France, donc qui était absent une partie de l'été, et puis ça s'est bien passé, et au final ils m'ont proposé de remplacer, de m'associer par la suite, quoi. Donc c'est... Voilà, mais t'as la capa, le desk, qui est un petit peu plus dur à avoir, parce qu'il n'y a qu'un seul poste à Lyon. Donc moi, j'ai pas eu le poste de desk, et j'ai fait ce qu'on appelle la capacité de médecine du sport. Et puis après, bah voilà, je suis allée me former un peu à droite à gauche, j'ai fait des DU, et puis le final est là, quoi. Intéressant. Justement, j'aimerais discuter un peu plus de ce sujet-là avec toi, puisque tu es en première ligne. Nous, dans le cadre de nos activités sportives, quand on a des soucis particuliers liés au sport, ce que j'ai l'impression de ressentir, c'est qu'il y a un déficit de compétences en médecine générale, et notamment par rapport à la formation du sport. Toi, tu confirmes vraiment que vous, en tant que médecin du sport, vous avez des armes un peu plus affûtées pour répondre à nos questions? Ah bah complètement, enfin, pour être vraiment honnête avec toi, dans notre cursus de médecine générale, on n'apprend pas du tout Le à sport? s'occuper C'est de quoi ça, le sportifs. sport? C'est quoi? Non, non, mais enfin, tu vois, et des fois, enfin, on voit des trucs au cabinet, des choses qui ont été des pathologies musculaires ou autres qui ont été traitées en cabinet classique de ville, mais en fait, on peut pas leur jeter la pierre Hmm. parce qu'on n'a pas cette formation-là quand on est jeune médecin. On n'a Mhm. pas cette formation-là à la fac d'examiner correctement une épaule, un genou. Et du coup, c'est quelque chose qui est sous-enseigné quand même. Et alors, de temps en temps, on a quand même enfin là, je vois au cabinet, on a souvent des stagiaires, tu vois, de médecine générale qui viennent essayer de se former avec nous pour justement mieux examiner une épaule, une cheville, un genou et être un petit peu sensibilisé à la médecine du sport. Donc ça, c'est top en fait, mais ça part d'une base de volontariat et d'intérêt individuel en fait. C'est l'étudiant qui s'est dit, bah voilà, j'ai l'occasion un jour par semaine d'aller voir comment on pratique la médecine du sport et c'est de la motivation personnelle en fait. Après, t'es pas obligé d'aller voir comment ça se passe dans un cabinet de médecine du sport. Donc c'est vrai que nous, on est vraiment spécialisé là-dedans. Après, on fait plus que de la médecine du sport. Moi, je fais plus du tout de médecine générale. Donc, traiter, enfin équilibrer un diabète, suivre un patient hypertendu, c'est des choses que je fais plus du Mhm. tout. Et les médecins généralistes le font très très bien. Et je veux dire, après, c'est vrai que chacun sa spécialité, après tout, hein. Il y en a qui sont néphrologues, il y en a Bien qui sûr. sont radiologues, chacun sa spécialité. Ce qu'il faut faire, c'est être intelligent et savoir passer la main Ouais. Mhm. on ne sait pas, quoi. Donc, moi, un problème en médecine générale, le patient qui me pose des questions et où je suis pas forcément capable d'y répondre, bah, je le renvoie vers un confrère qui sera plus à même pour répondre à ces interrogations. Et inversement, le confrère en médecine G qui sait pas forcément comment s'occuper de cette rupture du croisé, bah hop, il nous l'envoie. Et en fait, je pense que la médecine d'aujourd'hui, elle quand même, elle évolue beaucoup. Mhm. Les jeunes médecins, ils se forment Ils ont aussi changé de mentalité, beaucoup. j'ai Et l'impression. voilà, c'est différent là. Les prises Mhm. en charge sont quand même différentes. On n'hésite pas à à prendre son téléphone, à passer un coup de fil aux confrères. On n'est plus dans la médecine où on fait tout de A à Z, tu vois, où c'est l'ancien médecin généraliste qui gérait tout, autant de la petite bobologie, des trucs dermato, aux patients diabétiques ou à la pathologie neuro. Enfin voilà, je pense Qui qu'aujourd'hui, s'occupait aussi des gamins, qui étaient pédiatres à la fois, enfin, qui faisaient ouais, tout. ouais, non, mais donc je pense que la médecine d'aujourd'hui, elle a quand même beaucoup, Mhm. beaucoup évolué. Elle prend une tournure un peu différente. Alors on peut trouver des points positifs comme des points négatifs, hein, mais aujourd'hui, on est quand même plus dans un mode où on essaie de tous bosser ensemble, Mhm. de s'aider ensemble pour que le patient il soit pris en charge de la meilleure façon possible, quoi. C'est ce Donc, et puis que... Ouais. après, c'est de la communication aussi. Enfin, là, je suis dans une grande ville à Lyon. Les gens savent médecine du sport. Il y a pas que nous hein, comme centre, mais ils savent, ils regardent médecin du sport Lyon, ils trouvent facilement sur Internet. C'est sûr que si tu habites
au fin fond De la Corrèze. Salut aux de la Corréziens. Corrèze ou de la Creuse, bonjour à tous, bah, c'est peut-être moins facile effectivement de trouver un médecin du sport Mhm. qui est formé à tout ce genre de spécificité, quoi. Je suis d'accord, je m'entretiens régulièrement avec des professionnels de santé, des podologues. Je salue Damien, je salue Martin, kiné aussi. Et on voit qu'il y a quand même dans la nouvelle génération, hein, des personnels de santé, on sent qu'il y a quand même la communication entre les différentes structures et les différentes Ouais. spécificités. Elle se fait de mieux en mieux, je trouve, hein. J'ai l'impression. Ouais, je pense aussi, ouais. Enfin, Mm. moi, je trouve que c'est quand même plutôt une bonne chose. On est d'accord. Allez, Marion, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Ah si, dernière petite chose. C'est un truc qui m'intéresse énormément. J'aimerais avoir le point de vue d'un médecin. Le certificat médical pour les trails et pour les courses à pied. Alors, euh, j'aime bien un petit peu attirer l'attention sur cet aspect-là. Euh, je pense qu'on est très nombreux à se rendre compte qu'aujourd'hui, dans ce milieu-là, et notamment dans le milieu du trail, il y a beaucoup de faux. Euh, Mm. quel risque prenons-nous? Je dis nous de manière Et générale, hein. bah, t'es pas à l'abri d'un souci cardio. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire. Alors, il faut que cet examen-là, il soit quand même bien Mhm. effectué. Donc, tu as un examen clinique et puis tu as surtout t'as aussi un électrocardiogramme qui est associé à cette visite. Électro qu'il faut refaire normalement on va dire tous les 3 ans. Pour moi, surtout en cette période sanitaire qui est quand même assez compliquée, ça permet quand même de déceler les prémices de pathologie qui pourraient dégénérer à l'effort, ou même d'ailleurs parfois au repos, hein, pour certains problèmes. Donc il ne faut pas le négliger parce que, et d'une, donc il y a tout cet aspect cardio. D'accord, on a quand même vu, moi j'ai vu des électros chez des gens jeunes en bonne santé se modifier sur l'espace d'un an et demi, et ça c'est véridique. Des électros où on décèle des anomalies sur cet électrocardiogramme qui nécessite la visite chez un cardiologue parce que il y a eu infection au Covid, parce qu'il y a eu et puis pas seulement le Covid, hein, il peut y avoir aussi d'autres choses. Donc pour moi, l'aspect vraiment surveillance cardio-électro, elle est hyper importante. Et puis après, c'est aussi, enfin, pour moi, c'est aussi l'occasion de refaire le point avec le sportif, enfin, tu vois, de refaire le point sur la globalité, alors avec l'examen physique, mais aussi, par exemple, chez une femme, et j'attire un peu ton attention là-dessus, mais en fait, il y a beaucoup de troubles du cycle, il y a beaucoup Mhm. de troubles du comportement alimentaire dans tous ces sports d'endurance. On en parlait avec Et Élise, je sais pas si tu l'as entendu, l'épisode sur le syndrome Redes. ouais, je l'ai Voilà. entendu, il Mm. était très bien. Ouais, c'est très très bien qu'elle en parle. Mhm. Il faut en parler et du coup, enfin, tu vois, c'est des questions toutes bêtes, mais est-ce que tu as tes règles? Combien elles durent? Combien dure un cycle? Est-ce que tu as des fuites urinaires? Enfin, c'est des questions qui peuvent paraître toutes bêtes, mais en fait qui sont hyper importantes à poser et spontanément, là parle pour les femmes parce que c'est un peu quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est que Mhm. les femmes dans le sport d'endurance, il faut qu'il y en ait plus, mais il faut que ce soit fait dans de bonnes conditions et avec une intégrité physique et psychologique. Et du coup, c'est vrai que ce certificat médical, il permet quand même de refaire le point sur pas mal de petites choses, sur l'alimentation, sur l'aspect gynécologique, sur l'aspect le poids, tout simplement. Voilà, on se pèse, on regarde comment ça a évolué en un an. Et c'est des petites choses qu'on ne voit pas forcément en n'étant pas du milieu, mais qui pour nous sont vraiment très très importantes, quoi. On fait le point sur l'entraînement, sur est-ce qu'il prend des compléments alimentaires ou pas, comment se passe le sommeil. On a des questionnaires aussi à la recherche de signes de surentraînement. Donc il y a Alors l'aspect là, je te coupe, cardio. mais tu parles uniquement enfin, de votre point de vue. Je pense que dans un cadre de médecine générale, on va pas aussi loin dans l'analyse lors du certificat médical. Oui, sûrement. Et d'ailleurs, ça me permet de te dire une petite anecdote. Ça m'arrive en fin de consultation. Donc, je sais pas, le patient, il vient pour une cheville. Voilà, hop, il vient pour sa cheville et tout. On examine la cheville. Je lui dis, ah bah, je pense que c'est ça et ça. Il se réinstalle derrière le bureau. Et puis, il me dit, ah, au fait, vous pouvez me signer mon certificat pour la course
du sanglier la semaine prochaine, enfin, ou demain, là, tu vois, il te prend un peu à court, là, à la fin de la consulte. Et là, moi, je dis, bah non, je suis désolée, c'est pas possible, en fait. Et là, souvent, il y en a, ils font une mine un peu déconfite en se disant, ils comprennent pas, tu vois, mais mon médecin, il me le fait. Ouais, mais en fait, non, moi, je signe pas un certificat qui engage ma responsabilité en 2 minutes sur un rebord de table, alors que je t'ai pas fait un examen cardio-pulmonaire, j'ai pas mis une main sur ton ventre, je t'ai pas, enfin, peser, c'est accessoire, mais en fait, non, les certificats, vraiment, nous, on prend 20-25 minutes pour les faire. On prend 45 minutes pour les sportifs qui sont sur liste ministérielle au niveau parce qu'on a un peu plus de choses à remplir. D'accord. Mais en fait, c'est vraiment une consultation à part entière et on ne peut pas la faire en 2 minutes, quoi, ni en 5 minutes en prenant une tension à la va-vite. Donc, c'est vraiment un examen qui est important. J'insiste vraiment en ce moment avec le Covid, on a quand même eu des cas de myocardite, de péricardite post-infection Covid. Donc, il y a un examen à refaire, c'est dans les recos, hein, les cardio du sport, ils recommandent aussi tout sportif qui a eu le Covid et surtout s'il a été symptomatique, il y a eu une période d'arrêt de sport et à la reprise, normalement, on doit refaire un électrocardiogramme. Et en cas de moindre doute à l'électro ou même si le patient garde des douleurs thoraciques, une gêne à l'effort, on l'envoie chez le cardio pour faire à minima une écho-cœur. Donc, c'est un examen important. C'est bien d'avoir à peu près toujours le même médecin du sport qui vous suit pour faire ce certificat parce que ça nous permet de voir un peu d'une année sur l'autre comment ça se passe, enfin s'il y a des modifications, des perturbations. Et pour moi, c'est vraiment un examen important de routine, de prévention aussi, et il faut le faire. Et vraiment, les faux, moi, les faux certificats, je trouve que c'est... Enfin voilà, après je me essaie de me mettre à la place de celui qui va en 2 minutes chez son médecin et qu'on lui signe vite fait... il se dit bah c'est peut-être pas la peine, mais alors vaut mieux faut trouver un autre médecin ou aller voir un médecin du sport, mais c'est un examen qui est important et il faut le faire. Merci énormément Marion, ça me tient vraiment à cœur ce sujet-là. De manière générale, moi j'incite vraiment tout le monde à ne pas sous-estimer ce type d'examen et ça peut pas faire. Enfin, aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte qu'on est dans un pays où la santé est prise en charge globalement par l'État de manière générale. On ne dépense pas grand-chose pour faire un examen médical. Et effectivement, comme tu le dis, si l'examen médical pour un certificat de pratique de compétition sportive de course à pied prend 1 minute, c'est que je pense qu'il faut changer de médecin, effectivement. Et merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience et je pense que ça sera... Voilà, de mon point de vue, n'hésitez pas, ne faites pas de faux. D'ailleurs, on va peut-être lancer un hashtag ou un truc comme ça. Stop au faux certificat. Stop au faux, balance ton faux. Balance ton faux, c'est clair. Et puis après, à partir de 40 ans, il faut faire l'épreuve d'effort. Tu vois, je réinsiste encore là-dessus. Tu peux, vas-y. Il faut faire voir comment le cœur se comporte à l'effort, tout simplement, en fait. Et je peux te dire que des fois, tu as des sacrées surprises parce que tu as des troubles du rythme qui sont pas forcément toujours très bien, qui sont pas ressentis par le patient. Alors, il te dit, moi, je vais nickel. Encore un la semaine dernière, il y en a un que j'ai envoyé chez le cardio pour se faire poser un stimulateur. Bon, il avait 60 ans, certes, mais on a quand même une population qui vieillit bien, une population sportive qui de plus en plus âgée, global, voilà. De plus en plus sportive aussi. Et surtout dans des milieux comme le vélo ou même le trail. Et voilà, et il me dit non mais tout va bien, je le fais parce que mon médecin traitant m'a dit de le faire et qu'il veut pas me signer mon certificat sans avoir un examen de ce genre. Bah je peux dire que pendant l'examen, moi quand je voyais son tracé, j'étais pas fière, quoi. Enfin, je me dis voilà, celui-là, c'est des exemples tout bêtes, mais j'en ai plein et il faut vraiment pas sous-estimer ça et électro de repos, et à partir de 40 ans ou même avant, s'il y a des facteurs de risque cardiovasculaire genre tabac ou du cholestérol, il faut pédaler ou courir sur un tapis et voir un peu comment se comporte le cœur à l'effort pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Soyez acteur de votre. Alors je donne pas de voilà, moi c'est mon point de vue, mais soyez acteur de votre propre santé. C'est nous d'abord qui faisons en sorte que on soit vigilant à nos propres
voilà, à nos propres capacités. Et c'est nous qui décidons. Voilà. Si on demande des Exactement. certificats médicaux, c'est pas pour emmerder le monde, c'est vraiment pour voilà, que ce soit le plus la pratique sportive soit faite de la manière la plus sereine et la plus intelligente possible. Exactement. Allez, on va parler. Merci beaucoup hein, pour ton Bah, de retour rien. là-dessus. C'était très intéressant. On va parler de trail, parce que le Let's Trail Podcast, c'est un podcast de trail, donc on va en parler un petit peu. Est-ce que tu peux nous évoquer le moment de ta rencontre avec le trail? Le moment de ma rencontre avec le trail, ben, c'est en arrivant à Lyon. J'ai fait un trail avec mon copain et mon meilleur pote. On est allé à Beaunieu faire un trail nocturne. Oh, à Alors, me Vaucluse? demande pas. Ouais, parce que mon pote, là, Olivier, il est de ce coin-là. Mhm. Et en fait, on courait une fois par semaine, là, tu vois, sur les quais de Rhône. Et puis un jour, il me dit, non, mais il y a un trail à Beaunieu, c'est de nuit, ça va être super sympa. Tu veux pas qu'on y aille? Et voilà, c'est parti de là. On est partis tous les trois équipés comme rien du tout, j'ai envie de te dire, avec nos chaussures de ville. Enfin, c'était un sketch, ce truc. Et la nuit, on n'avait pas de frontale. Enfin, si on avait trouvé des petites frontales. Quand tu vois comment on est équipé maintenant et comment on a démarré, c'est assez risible. Et on s'est éclaté. C'était un 20 bornes de nuit et j'ai trouvé ça super sympa. Et c'est parti de là, en fait. Tu courais avant pour te C'est- préparer en natation ou de manière générale, ça t'est arrivé de courir? En tout début de saison, on faisait quelques tours de stade à côté de cette chère piscine Max Dormois à Lille. T'as un stade à côté et puis on courait un petit peu. Donc moi, c'est quelque chose que j'aimais bien. Mes frères, mon père courait aussi, donc de temps en temps, j'essayais de les accompagner pour 4-5 km, histoire d'être un petit peu avec eux. Mais c'est vrai que la course a vraiment commencé en arrivant à Lyon, parce que j'avais malheureusement pas des horaires très faciles. Donc pour aller à la piscine, parce que j'ai quand même voulu continuer à courir, et ben c'était un petit peu compliqué avec les horaires de l'internat. Et du coup, c'est là où, voilà, où je me suis mise à courir. Mon conjoint courait quand même pas mal. Tu vois, il faisait des 10, des semi. Donc, il m'a inscrit à mon premier 10 km. Je me suis dit, mais oh là là, mais je vais jamais réussir à faire 10 km, quoi. J'ai angoissé comme pas possible à l'idée de courir un 10 km un jour. Et en fait, c'est rigolo avec le recul maintenant, parce que quand on sait la suite, Ouais. c'est assez drôle. Donc voilà, c'est parti vraiment. La rencontre avec le trail, c'était cette année-là, 2013 de mémoire, où on s'est inscrit au trail nocturne de Beaunieu, et ça a été un peu le coup de cœur, ce trail, et je me suis dit, bah, faut en faire d'autres. Et tu disais au tout début de l'épisode que tu t'avais pas de. Tu partais pas en vacances en rando, tout ça. Donc en gros, en 2013, tu n'avais toujours pas d'expérience de la montagne ou enfin, de manière Non, générale, cet non, environnement-là, non. quoi. Je connaissais pas le D+, tu vois. Ouais. Ce beau D+. D+, et des moins Et des aussi, moins des moins. surtout, le démon. Parce que ce fameux trail de Beaunieu, là, c'était 20 bornes, mais moi j'ai fini complètement en vrac. Hein. Enfin, Mhm. j'avais hyper mal. En plus, j'ai chuté dans la descente. Enfin, c'est un truc, je me souviendrai toujours. Le soir, on devait normalement, donc on était à 3, on devait normalement sortir, aller boire des canons et tout ça. Mais moi, j'étais dans mon lit. En PLS. J'étais en PLS, j'avais mal au ventre. Enfin, vraiment, ça m'a marqué, parce que je me suis dit, comment en 20 km ça peut te mettre dans un état pareil. Et puis oui, effectivement, l'effort de la montée, la descente, c'est assez rigolo, quoi. Donc non, c'est vrai que le milieu, la montagne, j'ai vraiment découvert en arrivant sur Lyon. Je connaissais le ski, tu vois, le ski alpin en Mhm. tant que Lilloise. On allait 1 à 2 fois par an au ski. C'était l'expédition de 10 heures pour aller skier. Le D+, c'était un télésiège ou un tire-fesse, quoi. C'est ça, exactement. Et écoute, le trail, c'était une belle découverte, parce que vraiment magnifique. Et puis, un des premiers trails vraiment montagne que j'ai pu faire, c'était le trail de Sercheux, tu vois. Ah ouais. Ah oui. 2014, Ouais. 2014, il me semble, ouais. J'ai fait le grand tour des Cerces. Ouais, ouais. Je l'ai fait Et aussi. Rien magnifique. t'as dit le grand tour des cerfs, j'ai mal au quadri déjà là. Rien que d'y penser. Ah ouais, bah ouais, ouais. Ouais.
C'était magnifique, c'était superbe. Ah, J'ai fini super. un peu blessée, mais c'était là vraiment la rencontre avec le trail et les montagnes et tout, c'était top quoi. Ouais, C'était top. je crois qu'on peut difficilement faire, en termes de ratio dénivelé distance, on peut difficilement faire plus que 54 000, je crois, c'était. Un truc comme ça. Il pique, hein? Il pique, Il ouais. Il pique. pique très très fort celui-là. J'ai souvenir d'un tard aussi, le trail des Aiguilles Ouais. Rouges, j'ai dû le faire peut-être un an après. Il faudrait, je t'avoue, j'ai pas toutes les dates en tête, mais 2014 ou 2015, ça aussi il pique hein, en termes Je connais pas. de kilomètres des plus. Mhm. C'est ça, c'est 50 bornes et 4000 quoi à peu près. Hein, à l'époque, c'était ça. Donc ouais, c'est quand tu t'as pas trop le pied montagnard, tu connais pas trop ça, ouais, ça change quoi. C'est pas le Nord Trail Mont des Flandres ou le trail de la Côte d'Opale quoi. C'est, C'est un autre monde. ça fait vraiment. Ouais, c'est un autre monde. Tu, tu prends conscience que tu peux performer à quel moment? Quand tu fais ce premier trail à Monieux, là, c'est Monieux, c'est ça? Beaunieu, Euh, ouais. Beaunieu ou Non, Monieux? là c'est Beaunieu. Ah, avec un B, pardon, Beaunieu. Au début, voilà, c'est plutôt récréatif, mais à un moment donné, tu te dis, ah Oui, oui, quand oui. même, j'ai quelques qualités quand même. Bah après tu fais des petits podiums mais, dans tes courses à saucisson du coin, tu vois. Donc je prenais pas vraiment ça au sérieux, le fait de voilà de bien finir, d'avoir des podiums, c'est toujours très très agréable. Mais j'avais aussi une certaine lucidité sur le niveau du trail en fait. Mhm. Et j'ai découvert le monde de l'ultra en 2014 parce que j'ai fait ma thèse sur l'ultra endurance, la répercussion des sports d'endurance sur la santé de la femme. Et du coup, je suis venue sur des éditions de l'UTMB où j'ai fait bénévole Grand Col Ferré au Bonhomme. D'accord, pour vraiment découvrir ces courses, Mhm. CCC, UTMB. Et là, je me suis dit, waouh, mais ces femmes, elles sont extraordinaires. Enfin, tu vois, je me suis dit, un jour, je veux faire pareil, en fait. Mhm. Et là, j'ai commencé à me dire, si un jour tu veux faire l'UTMB ou la CCC, il va falloir peut-être t'entraîner un petit peu plus et que ce soit un petit peu plus régulier. Voilà, c'est plutôt dans ces années-là, 2014-2015, au moment où je passais ma thèse, où je me suis dit, là, j'ai envie d'essayer quelque chose dans le trail. Je suis absolument Et désolé, Marion, mais en fait, ouais, je suis en train de réaliser un truc. Dans leur sentier avec Élise Delannoy, on parle de ta thèse, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si Élise, vous nommez la thèse, mais Élise, elle la peut-être, nomme, je crois. je sais plus, C'est de ça dont elle c'est parle, je possible. crois. Bon, je vérifierai. Je vérifierai. Ouais, bah en fait, j'en parle pas mal dedans, la triade Hmm. de la femme sportive. Dans ma thèse, c'est un peu enfin, c'est ouais, la pierre angulaire du truc, c'est un peu l'élément central, en fait. J'ai vraiment interrogé des femmes tu vois, que je rencontrais dans la rue, hein, dans les rues de Cham, Mhm. et je les ai arrêtées en leur demandant si elles avaient un petit peu de temps pour un entretien et je parlais de ça avec elles pour voir un petit peu si elles en avaient conscience, connaissance de ce phénomène et voilà, c'est parti de là en fait, Mhm. ma thèse. Hein. Ouais. Allez, vraiment, je suis désolé, là, on va parler beaucoup boulot avec toi aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est très très intéressant. Est-ce que tu peux nous resynthétiser un petit peu ta thèse, la triade de la sportive féminine? Ça, je pense que ça vaut le coup de faire un petit rappel là-dessus aussi, quoi. Et ben, en fait, ça rassemble trois symptômes les troubles du comportement alimentaire, la fragilité osseuse et les troubles du cycle. Mhm. Donc, à l'époque, on disait aménorrhée, anorexie. Enfin, c'était des termes un peu forts et pas très globaux, entre Mhm. guillemets. Maintenant, c'est vraiment les troubles du cycle dans leur globalité. Tu peux avoir tes règles et ne pas ovuler. Donc, voilà, c'est les troubles du cycle au sens large. Les troubles du comportement alimentaire, c'est pas forcément que de l'anorexie, voilà. Et puis après, tu as la fragilité osseuse, où bon là, ça regroupe les fractures de fatigue. Mhm. Euh, Moi, à l'époque, j'avais fait une étude qualitative, donc la différence du qualitatif et du quantitatif, c'est-à-dire que j'ai fait des entretiens semi-dirigés avec des femmes qui pratiquaient les sports d'endurance. Donc, il y a eu beaucoup de trail, enfin d'ultra trail, mais j'ai aussi interrogé, tu vois, des gymnastes, par exemple, ou j'avais une cycliste aussi
pour savoir un petit peu si elles étaient sujettes à ce genre de troubles et si elles pouvaient l'expliquer, si elles en avaient connaissance, si elles étaient suivies, si... Enfin, en fait, je voulais faire un peu un état des lieux de ça pour savoir si dans le sport féminin, en fait, on s'en occupait parce que c'est quelque chose qui a été assez mal étudié au niveau de la médecine. C'est vrai que c'est que depuis les années 90 ou 1980-90 où on s'intéresse vraiment aux femmes et au sport. Les deux conjugués, en fait, les répercussions du sport sur la santé de la femme, c'est pas quelque chose qui était très à la mode à l'époque. Et du coup, je voulais savoir si ces femmes-là, elles avaient conscience de ça et ce que ça leur fait. Quels étaient les impacts en fait sur elles? Est-ce qu'elles en avaient peur? Est-ce qu'elles s'en occupaient? Ou est-ce qu'elles faisaient l'autruche? Et voilà, je voulais voir un petit peu ce qu'il en était. Et D'accord. j'ai eu des réactions vraiment très diverses. J'ai eu vraiment, moi, ça m'arrange de ne pas avoir mes règles, ça m'arrange de pas être embêtée tous les mois et pour moi ça n'a pas de conséquences sur ma santé ou j'ai eu aussi non moi au contraire c'est hyper important pour moi si je sens qu'il y a une perturbation ou autre je vais voir directement mon médecin ou mon gynéco et je veux savoir pourquoi ça se dérègle. J'ai vraiment eu des réactions assez assez diverses Diverses. mais ouais, mais c'était plus en majorité, c'était quand même plus, je m'en fiche un peu, quoi. Enfin, du moment que ça m'empêche pas de courir ou du moment que ça m'empêche pas de faire mon sport, je m'en fiche un petit peu. Donc Ouais. c'est vrai que je voulais mettre un peu la lumière là-dessus parce que on n'en parle pas beaucoup. Enfin là, on en parle quand même de plus en plus. Mhm. Il y a certaines athlètes féminines qui en parlent ouvertement et c'est vrai que je trouve ça bien parce qu'il faut que les jeunes, le trail, il y a de plus en plus de jeunes filles, de jeunes femmes qui le pratiquent et je trouve ça bien que des traileuses, enfin des sportives, on va dire plus globalement, plus âgées, en parlent un peu parce que il faut que ça soit pris en charge en fait. Il faut vraiment que derrière, au niveau médical, au niveau santé, il y a un effort là-dessus parce que c'est pas normal de se mettre en danger comme ça, quoi, d'enchaîner des fractures. Tu as une sportive qui fait trois fractures de fatigue sur l'année, il y a quand même un souci, Mhm. quoi. Enfin, tu vois. C'est clair. Donc c'est important pour moi de, De mettre ça en avant, ouais, c'est clair. de mettre ça en avant. Ouais, Mhm. et c'est encore, j'insiste sur le certificat, mais c'est vrai que c'est un point, c'est le moment où on peut refaire le point sur tout ça. Je crois que c'est applicable aussi aux hommes, sauf qu'il n'y a Oui, pas bien il y a sûr, c'est pas vrai d'aménorrhée du que coup. ouais. Forcément. Oui, oui. Mm. Ben, eux, ils ont le critère fragilité osseuse, Fragilité les osseuse. fractures de fatigue. Mhm. Ouais, donc, et puis après, voilà, les troubles du comportement alimentaire. Alors, c'est pas toujours évident de les déceler, mais après, ça peut être totalement involontaire aussi. Tu peux être en ce qu'on appelle en anorexie athlétique, enfin voilà, ne pas savoir que tu es en carence énergétique, tu peux faire ton sport et te dire non mais moi je mange bien, il n'y a pas de souci. Et en fait, si tu fais un bilan calorique, eh ben, Mm. tu es largement en déficit par rapport à ta dépense. Et à partir du moment où tu as cette balance énergétique qui est déséquilibrée, à partir du moment où tu as une dette énergétique, bah forcément au niveau hormonal, ça joue. Et chez les hommes, c'est la testo, et chez les femmes, c'est plus œstrogène, progestérone, quoi. Oui. Mm. Mais t'as une répercussion hormonale et c'est pas toujours évident de l'accepter, d'admettre que en fait, t'es en déficit, mais il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. Il y a des diététiciens du sport qui sont très bien formés là-dedans. Tu as les médecins du sport, tu as les psychologues du sport. C'est vraiment une prise en charge qui peut parfois nécessiter un abord pluridisciplinaire parce que Mhm. le médecin, il peut pas tout gérer tout seul dans son coin. Il y a des professionnels de santé qui sont très bien formés à ça et voilà. Et autant chez les hommes que chez les femmes, il faut y faire attention. Ouais. Très bien. Bon, rappel effectué. Merci beaucoup, Marion. On va revenir un Voilà. petit peu sur la partie trail. Si tu devais donner deux, trois dates du début de ta carrière jusqu'à aujourd'hui, un peu les tipping points, là, les points marquants de ta pratique, ça serait quoi? 2018, le 90 du Mont Blanc.
je fais 3e, donc bien derrière, Mimi Kotka et Audrey. Là, je me suis dit, waouh, c'était vraiment une course magnifique. Ce 90 du Mont Blanc, je le trouve superbe. Et avoir fait cette place-là ce jour-là, j'étais très heureuse. J'étais très heureuse et là, je me suis dit vraiment, si tu t'entraînes encore plus sérieusement, peut-être que tu peux envisager d'autres choses. Après, du coup, j'ai pris l'année suivante, c'est le début où j'ai commencé à me faire coacher. Ouais. Donc, je suis rentrée dans la team de ZEP. La première année, Avec j'ai Patrick. fait Patrick Bringer. Ouais, voilà, exactement, avec Patrick. La première année, j'étais avec Étienne Diemunch et après, j'étais avec Patrick. Donc voilà, cette année-là, 2018, fin 2018, c'est où je me suis décidée pour m'aider parce qu'en fait, j'arrivais plus à m'organiser, enfin, à avoir un emploi du temps qualitatif avec des entraînements qualitatifs dedans, en plus du travail. C'est le moment où je venais d'être collaboratrice à Gerland aussi. Donc, j'avais des horaires qui étaient quand même plus fixes que ce que j'avais avant quand j'étais remplaçante. Donc voilà, 2018, 2019, l'année de la Diag. Deuxième. Ouais, deuxième, une course que j'ai préparée toute l'année. C'est aussi l'année de ma Maxi Race qui s'est vraiment bien passée aussi au mois d'avril. Et autre date, et ben après, écoute, 2020, il s'est rien passé pour moi. Et le Covid. Et, pas de course du tout sur 2020 ? Bah écoute, 2020, j'ai dû faire une course. Attends, qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'avais fait l'Alpe d'Huez au mois de juillet. J'avais fait sur le format marathon. T'as fait le Trail des Cabornis et l'Oisin Tour Trail. Ouais. Et le Trail d'Avena. Et puis, oui, c'est un petit trail qui est à côté de chez moi aussi. Et j'avais fait le duo de l'Ermitage avec une très bonne copine avec qui je m'entraîne, Caro. Et là, c'était pour remplir la cave. Très sincèrement, tu gagnes. C'était pour remplir la cave. C'est bien, j'aime bien la théorie. Les sacrées bouteilles de Croze, hein, c'est très sympa comme l'eau ouais. si tu gagnes. Croze Hermitage, c'est ça ? Ouais. C'est cool ça, c'est sympa. Attends, l'Ermitage, c'est pas très très loin de Lyon, tu vois, c'est une heure et demie. Donc, mais en fait, il n'y a pas eu de course phare, tu vois. Il n'y a pas eu course qui m'a fait vibrer. Comme des années où je prépare un 90 du Mont Blanc, où tu prépares une CCC ou un UTMB, quoi. 2020, j'ai eu l'impression de courir après le temps et de ne pas savoir quoi faire comme course. Et en fait, bon, au final, il y a eu 2-3 plaisirs parce que les courses qu'on a citées juste avant, c'était vraiment, vraiment très sympa. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de grosse échéance sur cette saison-là. J'aimerais revenir, si possible, sur ta participation au Trail des Passerelles de Monténard, que tu remportes, et qui était, je dis bien qui était, qualificative. Ta place était qualificative pour la participation au championnat du monde qui était prévue en février, me semble-t-il, en Thaïlande, et qui a été décalée. Et du coup, les qualifications ont été remises à plat. J'ai eu Adrien Séguré au micro du podcast récemment et donc on a parlé un petit peu ensemble de la manière dont il a dû gérer un peu cette situation un peu complexe lors de son arrivée. Est-ce que tu peux nous parler dans un premier temps de cet événement, de cette performance-là, et puis de la manière, aujourd'hui, comment tu te sens par rapport au fait qu'il faut recommencer il faut se requalifier, quoi. Oui, alors à partir du moment où j'ai appris en 2021 que Monténard serait qualificatif pour avoir une place en équipe de France de trail, en fait, c'est Patrick qui m'en a parlé et il m'a dit, si ça t'intéresse, c'est vrai qu'on n'avait jamais évoqué le sujet ensemble, mais il m'a dit, si ça t'intéresse, tente le coup. Et alors moi, je lui ai renvoyé des messages après en off en disant mais je suis capable de ça. Enfin, tu vois, je savais pas en fait. Pour moi, c'est un rêve de fou de porter le maillot de l'équipe de France et je l'ai souhaité quand j'étais nageuse. Ça n'a pas pu se faire. Là, t'en avais pas conscience en fait.
Ouais, non, mais il m'a dit: «Mais bien sûr que tu peux tenter le coup, t'entraîner et puis on y va, quoi». Et du coup, moi, à partir de ce moment-là, c'est vrai que c'était 2 mois avant, les passerelles là, je me suis dit: «OK, feu cap sur les passerelles, plus toutes les autres courses, qu'il pouvait y avoir ou quoi, bah, c'est du secondaire, et je tente ma chance aux passerelles». Et du coup, quand ça s'est fait, une fois arrivée aux passerelles, j'étais hyper stressée, enfin, comme souvent après les grosses courses, que je que je vise. Mais, là, j'étais vraiment très, très stressée et je me suis dit: il faut tenter le coup et donne tout». Et ça l'a fait et franchement, j'étais très, très heureuse ce jour-là, très émue parce que, bah, quand à l'époque, donc il y avait c'était Philippe, qui Propage, est ouais. venu me voir à la fin de la course, ouais, Philippe Propage. Et là, j'étais sur mon petit nuage parce que je savais, je comprenais ce qui était en train de se passer. C'est-à-dire porter ce maillot bleu, blanc, rouge, c'était en soi, ma saison était réussie ce jour-là, tu vois? Mmh. J'avais pas la même, arrivée à l'UTMB, c'est sûr que j'étais fin août, c'était un rêve aussi de faire un bel UTMB. Mais j'avais beaucoup moins de pression. Enfin, c'est très bizarre de dire ça comme ça, mais j'avais moins de pression ce jour-là parce que c'était une épopée là de faire 170 kilomètres le tour du Mont Blanc. Et quelque part, je savais que si je gérais bien ma course, ça allait bien se passer. Pas, Mmh. je comptais pas finir à la place à laquelle j'ai fini fin août, mais sur le fait de pouvoir arriver à faire ce tour du Mont Blanc, j'étais quand même confiante. Alors que au départ des passerelles de Monténard, tu dois être un et 2 et basta. Après le Ouais. reste, ça compte pas, hein. Tu sois 3 ou 4, tu fasses une belle course et des bonnes sensations. En fait, on s'en fout. C'est pas ça qui compte le jour de la course. Ce qui compte le jour de la course, c'est dans les 2 premières pour avoir le ticket. Donc c'était pas la même, vraiment, c'était pas le même stress. Et une fois que j'étais délivrée de ça et que je savais que j'avais ma place, dans cette équipe de France, et ben, j'étais vraiment soulagée. J'étais vraiment soulagée et c'était vraiment un immense bonheur. Et tu vois, je suis encore un peu émue quand Mmh. j'en parle là parce que c'était un truc que je me suis mise en tête à fond une fois que Patrick m'a dit t'en es capable. Et je me suis dit ok, je lui fais confiance, j'en suis capable, go. Et vraiment, ça a été très émouvant ce jour-là. J'étais au contrôle antidopage, j'ai appelé mes parents, j'étais en pleurs. Ils savaient même pas que j'avais tenté C'est vrai? ouais, non, non, je leur avais pas parlé. Et du coup, bah, c'est sûr que ouais, c'était top. Et puis le soir même, on fêtait mon anniversaire. J'ai des copains qui sont venus à la maison, on a sorti le champagne. Enfin voilà, c'était un moment, un week-end qui restera gravé vraiment longtemps dans ma mémoire. Et j'espère le revivre un jour, tu vois, parce que pour moi, c'est une sensation d'inachevé, hein, en fait, ce qui s'est passé. Déjà, tu sais, c'était en novembre normalement, Ouais. novembre 2021. Après, en novembre, genre, je sais pas, au mois d'octobre, on a su que C'était décalé en finalement, février. c'était décalé. Mmh. Donc, je me suis dit, allez, c'est pas très grave. 4 mois, c'est pas, enfin 3 mois et demi, 4 mois, hein, c'est pas très embêtant. Adrien nous avait dit que on ferait un stage sûrement au mois de janvier pour se remettre dedans, remettre le collectif ensemble et tout ça. Donc la pilule était quand même plutôt bien passée à ce moment-là. Et en fait, quand j'ai su en février que c'était annulé, bon oh là là, c'était et surtout qu'il fallait Et qu'il reconquérir fallait reconquérir la qualif, quoi. la qualif. Mmh. Ça a été, ouais, j'ai été un peu abasourdie et j'ai mis quelques jours à m'en remettre, à réaliser. Et j'étais vraiment très triste de cette annonce, tant que ce soit repoussé au mois de novembre 2022 que cette perte de place, en fait. Parce que pour moi, j'ai vraiment axé une partie de la saison sur cette qualif. Et du coup, j'ai l'impression qu'on m'a retiré quelque chose que j'ai gagné à la sueur de mon front, en fait, Mmh. hein. C'est pas, tu gagnes pas un tirage au sort et une loterie, en fait, hein. Tu te bats pour quelque chose, tu l'obtiens.
et bah après, c'est à toi, en fait. Et je voulais pas enfin, j'avais l'impression qu'on m'arrachait quelque chose, tu vois. Ouais, le mot est pas trop fort, c'était déchirant, quoi, vraiment. Mhm. C'était déchirant parce que quand tu rêves d'un truc et qu'on te le prend, enfin, que c'est annulé de cette façon-là, c'était dur à accepter, ouais. Merci en tout cas Marion d'être transparente à ce sujet. J'imagine que ça va être compliqué. Et aujourd'hui, comment tu envisages, là, il y a de nouvelles qualifs, je crois, qui arrivent. Tu t'y Ouais. reprépare. Dans quel état d'esprit tu es? Oui, je m'y reprépare. Ça a été un petit peu perturbé en cette fin d'année parce que j'ai eu le Covid, donc ça a été, enfin voilà, ça m'a un peu bloqué là-dessus, mais en tout cas la motivation, enfin pour moi en 2022, c'est bleu, blanc, rouge quoi. C'est Mhm. la seule motive aujourd'hui, c'est le seul truc qui me fait envie en fait. C'est le T'es seul plus truc qui motivé que jamais. me Ouais, 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 complètement. C'est le seul truc qui me motive là, qui me booste Mhm. aujourd'hui, c'est de me dire que j'ai autre chose à retenter là-dedans, quoi. Mais écoute, on verra, hein, mais en tout cas, oui, je suis repartie là-dessus. Tu peux nous préciser les dates des nouvelles qualifs? Je les avais mis dans un lien. On les trouve notamment sur le site de la FFA, mais je crois qu'il y a deux événements. Il y a Ouais, déjà le Trail du Ventoux, je crois, en mars. il y a le Ventoux et puis il y a la Pastourelle, Mhm. le format long. Et puis après, il y avait le lien ouais, sur le site de la FFA. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est les deux. Enfin, dans les 6 mois qui viennent, on va dire que Mhm. c'est les deux Les échéances. deux échéants. Bon, on se croisera au Ventoux, j'y serai certainement. Ok. J'essaierai de faire un petit micro-trottoir, puisqu'il y aura, je pense qu'il y aura vraiment Tu beaucoup de cours ou monde. pas? Non, je courrai pas, Tu j'irai cours pas? uniquement pour le podcast, mais ce serait un plaisir qu'on se croisera sur place. Et puis Ouais, je te carrément. remercie encore une nouvelle fois de ta transparence sur ce point-là. Et on salue Adrien qui a aussi, lui, eu fort à faire dans sa prise de fonction. Et j'imagine que ça n'a pas Ouais, dû être simple pour lui non plus, donc on le salue. ouais, c'est clair, hein. Salut Adrien. Salut, salut. Est-ce que tu peux nous donner ton moment extraordinaire? Alors, vu que tu m'écoutes régulièrement, je ne vais pas te le réexpliquer. Ouais, je sais. Ouais, je vais le dire quand même, c'est un moment unique et lié au trail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique et dont tu te souviendras toujours. Eh ben, écoute, j'ai eu du mal à me dire c'est lequel ce moment-là. Et en fait, je pense que c'est vraiment la Saint-Élion. J'ai fait une Saint-Élion l'année où on démarre là avec Nico. On s'est inscrit en 2013, donc novice hein, encore. En fait, j'aime bien faire des trucs que je déconseille à mes patients, c'est-à-dire s'inscrire sur une course. J'espère qu'il n'y en aura pas trop qui vont m'écouter. S'inscrire sur une course non préparée. Voilà, on s'est dit, bah vas-y, on habite à Lyon. Ah ouais, il y a une course de nuit. Ah ouais, elle fait 70 km. Bon, allez, vas-y, on s'inscrit. Et c'est parti de là. Et cette course-là, on l'a faite. Alors à la base, on était à 3, du coup, avec mon pote Olivier, là. Il a eu des petits soucis gastriques pendant la course, donc il a dû mettre le clignotant. Et avec Nico, on l'a faite. Et franchement, c'était le chantier. Je pense qu'on avait mis 13 heures. On était dans un état pas possible. Là, tu sais, la dernière montée, là, la montée des aqueducs. J'ai Euh, entendu dire que si à cette montée, enfin c'est pour les premiers, hein, pour les têtes de course, si à cette montée-là on Ouais, court encore, c'est bon signe. c'est bon signe. Ouais. Ah bah, je Mhm. peux te dire que là, on courait pas du tout. Et c'était une édition, il y avait quand même beaucoup de neige, de verglas. Enfin, on était allé acheter des sortes de crampons là, 2 jours avant. Enfin, mais c'était un super souvenir quand même parce qu'on l'a faite vraiment de bout en bout à deux. Ce qui maintenant se fait plus du tout. On fait chacun nos trucs dans notre coin et c'était vraiment une course qu'on a faite à deux. Le lever de soleil, on l'a vécu. Enfin, tu vois, c'est des petits moments comme ça sur cette course qui m'ont marqué parce que c'était quand même fabuleux de se lancer dans ce genre de défi alors qu'on n'avait pas du tout l'expérience pour faire ça. Et c'est surtout en fait la fin parce que on était tellement crevés. On est rentré, on habitait dans le centre de Lyon. Je pense, c'est des gens qu'on connaissait pas qui nous ont déposés chez nous. Et le soir, on avait invité des copains à prendre l'apéro et en fait, on s'est endormi
pendant l'apéro. Du coup, ils sont repartis en claquant la porte discrètement. Et tous les deux, en fait, on n'était pas 10, hein, on était 4. Donc, c'était un couple d'amis qui est venu nous voir. Et en fait, pendant le truc, nous, on s'est endormis tous les deux sur le canapé, tellement on était morts, on est morts. Et du coup... Elles sont loin les soirées étudiantes, hein, Marion, à ce moment-là. Ouais, voilà, très très loin. Donc, et pour moi, c'est un moment qui était quand même fort, ouais. C'était rigolo parce qu'on s'est lancé là-dessus. Je me vois encore cliquer. Enfin, tu sais, c'est des flashbacks que j'ai. Je me vois encore m'inscrire à ce truc et puis de finir dans un état lamentable et m'endormir le soir sur mon canapé avec mon verre de bière à la main. Enfin, voilà, c'est un souvenir qui, pour moi, restera longtemps dans mes débuts de trail. Ouais, ça marque un petit peu le changement de vie, tu sais. Tu passes d'un état à un autre. Ouais, je comprends. J'ai vu dans un article que tu disais, si tu devais donner un conseil, ça serait s'écouter, donc on en a parlé tout à l'heure, hein, et faire le moins de bruit possible. Est-ce que tu peux préciser cet aspect-là? Ah oui, bah c'est Ça a par l'air rapport important à... pour toi, ça. Oui, en fait, j'ai dans mon cursus professionnel et sportif, j'ai bossé avec un kiné, Martin. D'ailleurs, je pense que tu l'as Ah bah eu oui, Martin Lamy. en podcast, Martin Lamy. Ben oui. Il bossait à Lyon, on bossait ensemble. Il était dans le centre de kiné avec lequel on travaille dans le 7e. Et une fois, il a couru avec moi et il m'a dit, donc ça devait être 2016. Il m'a dit, Marion, tu fais tellement de bruit, on dirait une jument quand tu cours. Je tapais, je pense que j'avais vraiment les pieds qui tapaient. Et en fait, c'est lui qui m'a un peu sensibilisée à ça. Bah, tu sais, il fait partie c'est un expert, la clinique du coureur. Ouais. Enfin, il est là-dedans. Alors moi, j'ai pas fait la formation, mais j'y suis très sensibilisée aussi parce que je bosse avec des kinés qui font partie de la clinique du coureur. J'ai un de mes associés aussi qui est dans la clinique du coureur aussi. Donc, j'ai pas fait les formations, mais c'est vrai que j'y suis très attentive et très sensibilisée. Et du coup, Martin m'a toujours dit, essaie de faire le moindre bruit possible. Écoute-toi courir, arrête avec la musique, les trucs, les machins. Écoute-toi courir et essaie de faire le moins de bruit possible. Et en fait, c'est vrai que quand tu fais le moins de bruit possible, bah, tu diminues ton Forcément. impact au sol. Et du coup, bah, comme tu diminues ton impact au sol, bah, toutes les répercussions au niveau cheville, genoux, hanches, elles sont bien moindres. Et du coup, c'est vrai que c'est un truc que j'ai gardé de lui, c'est de faire le moins de bruit possible. Et alors du coup, quand j'ai des patients en face de moi, je leur dis ça tape beaucoup. Je leur demande pas s'ils courent comme une jument, mais je leur demande si ça tape ou pas. Et je leur dis non, vous devez faire vraiment pas de bruit, du velours, Le moins de bruit tu vois. possible. Et du coup, voilà. Et plutôt que c'est difficile parce que les gens te demandent mais comment je dois courir, docteur? Est-ce que je dois courir avec l'avant du pied, le milieu? Est-ce que je dois être à 180 pas par minute et tout? Et du coup, des fois, ils s'y perdent. Franchement, il y a des gens qui s'y perdent. Ils font trop attention à leur manière de poser leurs pieds. Aux détails, et du coup, il faut pas que ça en enlève le plaisir aussi. Donc, si je leur donne un seul conseil, s'il y avait un truc à retenir, je leur dis écoutez-vous courir. Et si vous faites trop de bruit, bah, essayez de diminuer ce bruit, en fait. Voilà, et naturellement, si tu essaies de faire moins de bruit, tu augmentes ta cadence, etc., etc. Donc, c'est vrai que le bruit, pour moi, c'est important. Et je suis très, très sensible à ça quand je cours. Alors, quand je suis vers chez moi, c'est dans les petits chemins et je croise pas grand monde. Mais si, par exemple, je vais au parc de la Tête d'Or après le boulot et que je suis à côté de quelqu'un qui tape, et ben, c'est vrai que tu vois, j'ai envie tu de lui lui dis dire, pas, tu cours comme une jument, fais gaffe, attention, tu quoi. Je lui dis, fais moins de bruit. Non, dans ma tête, je me permettrai pas de. Je suis d'accord. Je tiens Voilà, par la même occasion à saluer Christian qui m'a fait découvrir le trail et qui lui aussi me disait au tout début, c'était en 2012-2013, attention, je me rappelle trop. Ouais, je me rappelle de l'arrivée de la galinette et il me disait ah Nico là tu fais trop de bruit, c'est pas bon, tu vas te faire mal. Et voilà, il avait raison. Donc salut à lui. On voit, Marion, que tu passes d'un format à l'autre, d'un UTMB à un format court des Templiers. Là, on a vu que tu as fait ça en 2018. Mais finalement, c'est quoi ton format de course préféré? Quelque chose de péchu ou quelque chose de long? Non, moi j'aime bien le long. Entre 80, j'adore. 80, max 600, c'est vraiment ce que j'affectionne le plus.
J'ai différents formats de courses parce que je me suis essayée à différents trucs. Puis selon les programmations de ta Ouais, saison, c'est vrai c'est dans la que prépa. ouais, moi je suis pas pour ceux qui enchaînent tu vois, qui font un ultra par mois. Enfin, c'est très bien si eux ils s'y retrouvent, mais moi je trouve que c'est pas génial. Enfin, du coup après chacun voit midi à sa porte, hein. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais je veux pas enchaîner. Moi, pour moi, c'est maxi, vraiment un grand maximum 2 ultras par an. Mhm. C'est mieux, et du coup, j'affectionne quand même beaucoup le long et l'ultra, et je trouve que c'est vrai qu'un 80, tu t'en remets quand même beaucoup mieux qu'un 170, et le plaisir est plus important sur un 80, parce que faut dire que les 40 derniers kilomètres d'un 100 miles, enfin d'un 170 km, ils sont quand même ardus, hein. Enfin, on s'éloigne un peu de la course à pied, quoi. Donc, je trouve que je me sens plus épanouie sur un 80-100 Mhm. qu'un très très long type diagonale ou UTMB, même si c'est des formats de course exceptionnels, hein. Mais voilà. Pour répondre D'accord. à ta question, c'est 80 maxi 100. Mm. Et justement, puisque tu parlais des formats et des courses exceptionnelles, est-ce que déjà dans un premier temps, tu as encore un rêve de trail que tu n'as pas fait? Et est-ce que tu as une idée de ta ou de tes ultras de 2022? Et ben, le rêve de trail, j'aimerais bien un jour quand même courir aux États-Unis. Mhm. J'aimerais une western, tu vois. On avait en voyage avec Nico, on était parti en 2018 aux États-Unis sur la côte ouest, et on avait fait un format marathon là-bas à Moab, Mhm. et c'est dans l'Utah, c'était top. Et vraiment, j'aimerais bien retourner aux États-Unis pour courir une grande course des États-Unis. L'autre fois, j'ai regardé un peu la Leadville 100. J'ai regardé forcément la mythique Ouais, western, bah alors la là, hard rock. ouais. Il va falloir avoir ouais, des, comment dire? Je sais pas comment ça se passe dans le cas des athlètes élites pour la western, mais en ce qui nous Bah, il concerne, faut nous, un ticket, je crois qu'il c'est faut attendre compliqué, 8 hein. ans. Donc, Enfin, ouais, et c'est aussi peut-être pour ça que ça fait partie des rêves. hmm. Enfin, tu vois, C'est plus le truc inaccessible, c'est peu plus le accessible. truc te paraît inaccessible, Hmm. c'est plus t'en as envie quelque part, hein. Donc, C'est je clair. pense que voilà, j'aimerais bien faire une grosse course dans ces 3 lacs que je t'ai cités aux États-Unis. Je pense que ce serait vraiment l'apothéose. Enfin, tu vois, Mhm. c'est vraiment une course. Et bah écoute, bah, pour cette année, comme je t'ai dit tout à l'heure, je mise tout sur une expérience bleu, blanc, rouge. Après, Mhm. je me posais la question de partir sur un autre format de l'UTMB, type faire une belle CCC, où tu vois, c'est des courses, une CCC, une TDS, c'est aussi des très belles courses. Euh, et Je puis, me suis inscrit sur la CCC, moi, cette année. ah bien, J'espère être tiré au sort. On verra. Je profite c'est de la quand? dernière année du Ouais, tirage au sort. oui, bah oui, après, ce Hmm. sera Plus compliqué. un petit peu plus Hmm. compliqué, ouais. Donc Voilà, CCC, écoute, pourquoi pas? ouais. Bon, cool. Après, il y a des courses, il y a une course au Canada là que j'aimerais bien faire aussi, je prononcerai, je pense que c'est pas Arikana. Ouais. Ouais. Et ça, c'est une course aussi courir au Canada, c'est une course qui me tenterait bien aussi. Après la diagonale, je devais aller au QMD, Québec Méga Trail. Tu C'est peux tombé répéter, l'année Marion, juste au moment où tu disais la diagonale? QMT. D'accord. Après la diagonale, Ouais, après mon classement à la diagonale, j'étais invitée sur le QMT, donc d'accord. Québec Méga Trail, et c'est tombé l'année Covid. Ouais. Du coup, et ça a été reporté en 2021, mais genre 15 jours avant l'UTMB, tu vois. Ouais. Le Mhm. truc, pas du tout. Fallait faire un choix. Et c'est vrai Mhm. que courir au Canada, ça m'a toujours tenté. Et Arikana, vraiment, beaucoup aussi. Donc, tu vois, c'est des courses, je me pose un petit peu la question. Après, on ne sait jamais trop avec l'environnement sanitaire du moment. Tu vois, c'est quand même dur des fois de se projeter sur des courses comme ça, ne sachant pas trop comment la situation va évoluer. Mais après, je reste optimiste et j'espère qu'il n'y aura pas trop de soucis pour la saison prochaine. Enfin, la saison qui vient. Ouais. Ouais, on est d'accord. Mm. Est-ce que tu peux me conseiller
si possible, une invitée à qui tu penserais pour intervenir dans le podcast. Une invitée forcément, ou ça peut être un invité? Un invité. Je sais pas si tu as déjà eu Baptiste Chassagne. Ah, c'était Simon Duguay qui m'avait soufflé son nom aussi. Donc Baptiste Ah. Chassagne, deux sollicitations. Donc Baptiste Chassagne, c'est noté. Ouais, Je j'aimerais m'en bien occupe. entendre Baptiste. Ok, très bien, Voilà. parfait. Marion, est-ce que tu as un dernier sujet à évoquer ou un message à faire passer avant qu'on se quitte? Écoute, pas particulièrement, non. On a fait le tour? Ouais, on a fait un beau tour quand même, je pense. En tout cas, merci pour tes retours d'expérience en ce qui concerne ton métier de médecin. Et puis merci pour tous tes retours. On va passer à la partie des questions rapides. Ok. Plat favori après la course. Un burger. Ah, ça me plaît ça. Boisson favorite après la course. Un verre d'eau et après une bière. Ouais. Non, jusqu'à présent, 2 sur 2, on a la même réponse. Tu préfères les gels, les bars, les deux ou aucun des deux? Les bars. Tu préfères quand c'est fait maison ou industriel? Plutôt industriel. Alors, tu préfères une grosse rafale de vent ou une grosse averse de pluie? Le vent. Tu préfères les racines ou le verglas? Les racines. Tu préfères courir de nuit ou courir de jour? 2 jours. Quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout? Plutôt musique. Ah, team musique, Mais- c'est rare. Ouais, en fait, ouais, je t'avoue que les podcasts, c'est plus, par exemple, sur le home trainer. Non mais tu Ou, fais ce que tu je veux les après, du écoute. moment que tu les comme je dis souvent, tu les écoutes quand tu veux, du moment que tu les écoutes, moi ça ne m'arrange pas. Non, mais c'est vrai que quand je cours, je suis plutôt musique, ouais. Plutôt musique. Et dernière question, tu préférais gagner l'UTMB ou la JAG? Ah bah... C'est dur, hein, quand même. C'est fait pour Ouais, je pense quand même UTMB. Hein. UTMB. C'est cool. Marion, merci beaucoup, c'était hyper intéressant et je me suis régalé, donc merci à toi. Bah merci Nico, et puis au plaisir de te croiser en vrai. Bah oui, au Ventoux, on se croisera, sans faute. Ouais, ça marche, Ça marche. ça roule. Passe une bonne soirée Marion et merci beaucoup. Merci, salut Allez, Nico. Bye bye, salut. Bye. Bye. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la compagnie de Marion Delépierre, que je remercie pour le temps qu'elle nous a accordé et pour toute sa transparence et ses retours d'expérience concernant son métier et les qualifications récentes. Si vous souhaitez rejoindre l'ELTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Let's Try le podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. N'hésitez pas, comme je vous le disais précédemment, à mettre des petits commentaires sur les applications Apple Podcast et Spotify. Et j'espère vraiment vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut. Est-ce que tu peux nous dire... excuse-moi, j'ai un trou de mémoire, j'ai perdu le fil. Je couperai, ça t'inquiète pas.